Voilà, un grand merci pour cette invitation à parler effectivement d'un sujet bon, passionnant et compliqué. Je suis d'ailleurs un peu dans l'embarras parce que vous m'avez proposé de parler de la démocratie. Depuis lors, c'était avant que Trump n'entre en fonction, si je puis dire. Et depuis fin janvier, je pense qu'on assiste à un basculement du monde, à un changement d'époque sans doute irréversible sur bien des plans. Et j'aurais bien voulu vous en parler aussi, mais j'espère qu'on pourra le faire dans le temps de discussion. Mais je vais commencer encore avec un autre outil pour introduire le propos. Qu'est-ce que la démocratie? C'est le Democracy Index. Que publie chaque année un journal britannique spécialisé dans la finance, qui est The Economist. C'est un état des lieux de la démocratie dans le monde, assorti d'un classement de 167 pays qui composent notre planète. Et c'est un outil qui est instructif, moins par les résultats auxquels il aboutit, ils sont sans surprise, mais par la conception de la démocratie qui est exposée dans ce journal. The Economist, c'est un groupe de presse financier qui se trouve à Londres. Et donc, la Democracy Index est un peu une vitrine des services qu'ils rendent, c'est-à-dire des analyses, des prévisions, des évaluations de risques en vue d'investissement dans les pays, les régions et les secteurs. Donc, c'est un outil évidemment financier. Alors, comment se présente ce Democracy Index? Un classement sur une échelle de 0 à 10 du premier pays qui obtient 9,75 jusqu'au dernier qui a presque 0. Il y a quatre catégories. Les pleines démocraties, full democracies, qui ont entre 10 et 8. Les démocraties imparfaites, défectueuses, flawed democracy, celles qui ont plus que 6 sur 10. Puis les régimes hybrides, qui ont plus que 4 sur 10, et puis les régimes autoritaires qui ont moins que 4 sur 10. Donc c'est un continuum. Hein. Il n'y a pas de véritable différence de nature entre les pays, mais des différences de degrés. Alors, qui est-ce qu'on trouve en premier? Sans surprise, hein, c'est la Norvège, la Nouvelle-Zélande, la Finlande, la Suède, un peu plus loin, on a les Pays-Bas, le Luxembourg, l'Allemagne et la Grande-Bretagne. Dans les démocraties incomplètes, c'est un grand fourre-tout où on trouve en haut, très proche donc des démocraties complètes, la France qui est 22e, Israël qui est 23e, qui a gagné quelques places ces 3 dernières années. C'est évidemment paradoxal, on y reviendra. L'Espagne, le Chili, les États-Unis, le Portugal, un peu plus loin, l'Afrique du Sud, l'Inde, le Brésil, et puis la Hongrie, qui est quand même dans les flawed democracy, bon, un classement peu flatteur, 56e. Et la Belgique, c'est pas fameux non plus, en fait, la Belgique, les 36e, c'est-à-dire derrière Israël, derrière les États-Unis, ou le Chili, derrière la Tchéquie, la Grèce, l'Italie et le Botswana. On reviendra tout à l'heure sur les raisons peut-être un peu bizarres pour lesquelles la Belgique est relativement mal classée. Parmi les régimes hybrides, on a l'Ukraine, l'Arménie, la Géorgie, le Maroc, le Pakistan, la Turquie. Et puis, parmi les régimes autoritaires, donc vraiment non démocratiques, totalement non démocratiques, le Rwanda, dont on parle beaucoup actuellement, l'Algérie, l'Égypte, le Qatar de la Coupe du Monde, l'Arabie saoudite, la Russie, la Chine, Cuba, Venezuela, et tout en queue de peloton, le Congo, la Corée du Nord, la Birmanie et l'Afghanistan. Voilà. Alors, je ne vais pas analyser ce que je fais avec mes étudiants, ce classement. Le plus important, c'est de voir quels sont les critères. Alors, les critères, c'est 60 critères répartis en 5 catégories. Et là, vraiment, on s'approche un petit peu plus de ce qu'est la démocratie, en tout cas ce qu'est une conception dominante de la démocratie. D'une part, pour les premiers critères, c'est est-ce que les élections sont libres? C'est-à-dire, est-ce que le suffrage est universel? Qu'en est-il de la règle de la majorité? Le respect des partis d'opposition et de minorité, la possibilité réelle de se porter candidat. Un scrutin de liste comme la Belgique, c'est pas bon, par exemple. Deuxième grand critère, ce sont les libertés civiles, liberté d'expression, de presse, de religion, d'association, le droit à un procès équitable, l'absence d'emprisonnement arbitraire, de torture, mais par exemple, l'abolition de la peine de mort ne figure pas parmi les critères. Donc, les États-Unis ne sont pas sanctionnés du fait que la peine de mort est d'application dans de nombreux États, comme on sait. Troisième critère, c'est le fonctionnement du gouvernement.
Est-ce qu'il y a bien une primauté du pouvoir législatif, du Parlement, la séparation des pouvoirs, c'est-à-dire en fait, j'y reviendrai, l'indépendance du pouvoir judiciaire, l'indépendance des juges, l'indépendance du gouvernement à l'égard de l'armée, de la police, des groupes de pression religieux, par exemple, l'absence d'influence étrangère, le degré de corruption, la transparence. Quatrième critère, la participation politique, le taux d'abstention, la participation des minorités, la vitalité des partis, et puis dans le même tonneau, la culture politique, c'est-à-dire l'acceptation de l'alternance, le consensus sur les principes démocratiques, la qualité du débat public, la résistance au populisme. Là aussi, c'est intéressant parce que, par exemple, quelle est la proportion de la population qui désire un leader fort qui bypasse le Parlement et les élections? Il faut savoir qu'en Belgique, dans un sondage récent, quand on a demandé aux gens est-ce qu'il faut un vrai chef qui remette de l'ordre, qui comprenne vraiment le peuple, qui ne doivent pas nécessairement en référer à un parlement ou à des élections, donc vous avez quand même 70% des gens qui trouvent d'une manière ou d'une autre que ce n'est pas une mauvaise idée. Hein. Voilà où on en est aujourd'hui. Alors en fait, tous ces critères, élections libres, liberté civile, fonctionnement du gouvernement, participation politique, culture politique, peuvent se ramener en deux grands principes de gouvernement. Et là, on approche vraiment de ce qu'est une définition possible de la démocratie, tel que le terme est employé. D'une part, c'est le suffrage universel, et d'autre part, c'est la protection des droits fondamentaux, hein, de droits de l'homme. Donc en fait, la démocratie, sa légitimité, elle est duelle. Elle a deux pieds ou deux piliers. Il y a d'une part qu'il y a bien une majorité des opinions qui soient exprimées lors d'opinions libres, hein, c'est l'idée de souveraineté populaire, hein, l'idée de souveraineté du peuple, et d'autre part, c'est la garantie de droits par des garde-fous, c'est les droits de l'homme. Hein, souveraineté populaire et droits de l'homme, c'est peut-être les deux grands piliers de la démocratie. Donc des institutions délibératives, puis des institutions de contrôle. Institutions délibératives, le Parlement, institutions de contrôle, les juges, une cour constitutionnelle, etc. Alors, ce que je crois de cette définition, c'est qu'elle n'est sûrement pas fausse, et il faut tenir à ces deux piliers, mais que c'est insuffisant. C'est insuffisant parce que si on réfléchit un petit peu, élection libre, ok, très bien, mais enfin, élection libre, ça ne veut pas dire que le pouvoir est exercé par le peuple. Ça veut dire qu'il est exercé par des représentants qui sont élus, mais que c'est malgré tout une élite qui exerce concrètement le pouvoir. Le gouvernement représentatif, hein, c'est-à-dire le Parlement, en fait, c'est une logique aristocratique, c'est-à-dire en fait, on choisit les meilleurs, ceux que nous, électeurs, considérons comme étant les meilleurs, les plus courageux, les plus compétents, que sais-je. Donc en fait, nous n'élisons pas des gens qui sont comme nous. Il y a d'ailleurs, par exemple, très peu d'ouvriers, très peu d'employés qui sont députés. Le principe est quand même un principe de sélection. Même quand on vote pour quelqu'un comme Raoul Deboe, par exemple, oui, on peut dire il est comme nous, mais c'est surtout, on l'élit surtout parce qu'il a une grande gueule, il est très éloquent, donc il est meilleur que les autres. Bon, même dans un cas comme ça. Et puis, les élections libres n'empêchent absolument pas, dans le même ordre d'idées, ce qu'on appelle en sociologie la logique charismatique, c'est-à-dire que voilà, quelqu'un comme Raoul Deboe ou d'autres, qu'il y ait un homme dont on considère qu'il incarne véritablement ce qu'est le peuple. Et comme on sait, c'est par ce mécanisme d'élection libre que Trump est au pouvoir. Il a été élu de façon tout à fait régulière, que Hitler ou Mussolini sont arrivés au pouvoir. Là aussi, après des élections, dans le cas d'Hitler, des élections qu'il avait en fait échoué, il avait raté, il avait perdu, en tout cas perdu une partie des voix, mais il a fait partie d'un gouvernement de coalition avec la droite traditionnelle, donc il est arrivé de façon tout à fait normale, entre guillemets, au pouvoir. Donc on voit bien que les élections libres, ce n'est pas une garantie, hein, puisque on a une logique plutôt aristocratique, hein, une élite, je vais dire au mieux une élite, au pire, on a des gens comme Trump, Hitler ou Mussolini.
Les libertés civiles aussi, ce n'est pas en soi une garantie, parce que parmi les libertés civiles, vous avez dans certains pays l'idée fondamentale que la première des libertés, la plus fondamentale des libertés, c'est la propriété privée, qui serait comme ça intouchable. Donc quelque chose qui conforte une logique qu'on va appeler capitaliste, par exemple. Quand on voit tous les débats récents sur la liberté d'expression, quand on voit la conception que se font Elon Musk ou J.D. Vance, le vice-président, de la liberté d'expression, pour eux, la liberté d'expression, c'est la liberté de calomnier, d'inciter à la haine, euh, de diffamer, de mentir. Voilà. Est-ce que c'est vraiment la liberté d'expression? Et quand on voit qu'eux ont des moyens évidemment totalement disproportionnés par rapport aux autres, c'est la liberté du plus fort, c'est la loi de la jungle. Donc là aussi, les libertés civiles en soi ne sont pas une garantie. Alors, en disant ça, je ne veux pas du tout réduire nos constitutions à être le support du capitalisme et la voie comme ça euh, royale pour des Trump, des Musk ou des Vance. Pas du tout. Je pense qu'il faut vraiment protéger l'idée de suffrage universel, les libertés civiles, mais je pense que c'est incomplet. Voilà, qu'il faut penser la démocratie de façon plus large que ce qu'on appelle la démocratie formelle, que des procédures. La démocratie, c'est autre chose que de simples procédures ou une simple forme. Et là, ce qui est intéressant, c'est de voir tout ce que le Democracy Index, qui est finalement une conception très traditionnelle, libérale, anglo-saxonne de la démocratie, tout ce que le Democracy Index ne pense pas, tous les critères dont il ne parle pas. Alors, quels sont ces impensés voilà, qui n'apparaissent pas toujours quand on parle de la démocratie? Et selon moi, il faut les intégrer dans la réflexion sur la démocratie. D'une part, le Democracy Index fait peu de place aux formes, je veux dire, de démocratie directe, c'est-à-dire les votations, le tirage au sort. Pourquoi est-ce que les dirigeants ne seraient pas tirés au sort? C'était le cas à Athènes au 5e siècle avant notre ère. C'est encore le cas pour les jurés d'assises, par exemple. La rotation des charges. Quand on regarde, en Belgique, la plupart des responsables politiques restent au gouvernement ou au Parlement pendant 10, 15, 20 ans, et on estime à un tiers les fils de hommes politiques qui sont eux-mêmes hommes politiques. Donc ça fait peu de rotation, hein, ça fait peu de rotation, et ça entretient l'idée que c'est une élite qui se reproduit en quelque sorte. Donc si on a un tirage au sort, si on a une rotation des charges plus rapide, évidemment, on a plus de démocratie. Les grèves, les manifestations, les pétitions, tout ça, le Democracy Index ne comptabilise pas ou très peu. Et puis parfois, la démocratie, c'est aussi des modalités plus insurrectionnelles. Alors c'est difficile à penser, mais c'est la désobéissance civile ou désobéissance civique, de devoir désobéir. C'est parfois les émeutes, c'est parfois des insurrections. Voilà. Est-ce on fait entrer en ligne de compte cela dans la vitalité de la démocratie? Je pourrais montrer que quelqu'un comme Machiavel au XVIe siècle faisait l'éloge des émeutes du petit peuple, parce qu'il disait que c'était la seule façon pour le petit peuple de s'exprimer et que ça reflétait la vitalité d'une cité, d'une république bien pensée. Deuxième impensé du Democracy Index, c'est l'absence de critères pour mesurer la justice sociale. Donc, vous n'avez aucun item, généralement, quand on pense à la démocratie, pour mesurer l'ampleur des inégalités de revenus ou de patrimoine. Or, j'y reviendrai, je pense que les inégalités sont une des causes premières de la crise de la démocratie que nous traversons actuellement. Pas de critères sur l'accès à l'alimentation, au logement, à un environnement de qualité, l'accès à la santé, à l'éducation, à la culture. Pour le Democracy Index, les institutions comme la sécurité sociale sont plutôt considérées comme des entraves à la liberté individuelle. Rien sur l'existence ou non d'un salaire minimum, sur le niveau de salaire, sur des revenus de substitution, hein, retraite, chômage, invalidité. Rien sur le statut de protection des travailleurs, sur la concertation sociale, sur les libertés syndicales.
Même l'égalité homme-femme n'est envisagée que sous un aspect très formel, c'est le droit de vote et le nombre de femmes dans les parlements. Mais il n'y a rien sur l'écart salarial, rien sur les violences faites aux femmes, rien de spécifique non plus concernant le droit à l'avortement, par exemple. Euh, voilà, et ceci me semble très problématique quand on définit la démocratie, de l'absence de ces critères. Troisième impensé, l'absence de critères concernant ce que je vais appeler la démocratie économique, c'est-à-dire la participation des salariés, des consommateurs dans la gestion des entreprises. Rien sur le rôle des syndicats, rien sur l'économie sociale et solidaire, les coopératives, les mutuelles, les associations. Pourtant, c'est 15% du PIB dans un pays comme la Belgique. Et dernière impensée, c'est la non prise en compte du caractère plus ou moins impérialiste, colonialiste d'un pays à l'égard de populations voisines, extérieures ou immigrées, sur lesquelles ce pays exerce une influence. C'est ainsi que dans ce Democracy Index, Israël est 23e, 13 places au-dessus de la Belgique. En tout cas, dans le Democracy Index de 2023, celui de 2024 n'est pas encore paru. Ce sera sans doute ici dans quelques semaines. Or, Israël, on sait bien, les discriminations systémiques à l'égard des 20% de citoyens d'origine arabe et évidemment la politique de colonisation, de répression dans les territoires palestiniens. Pareil pour les États-Unis qui ne sont pas sanctionnés pour leurs interventions militaires récurrentes, pour les pratiques d'espionnage de la National Security Agency, et les pays européens eux-mêmes ne sont pas inquiétés dans le Democracy Index pour le sort qu'ils réservent aux migrants en Méditerranée. Voilà, donc tout ceci, c'est quand même extrêmement problématique de définir la démocratie sans tenir compte de ces critères plus substantiels en quelque sorte et plus concrets en fait dans la vie des gens. Moi, je préférerais, mais il faut peut-être une définition un peu plus précise, définir la démocratie comme une parité de participation, une parité de participation à la vie sociale en général, non, évidemment à la vie politique, le droit de vote, le droit d'être élu, etc., mais aussi une parité de participation à la vie sociale, à l'emploi, à l'accès à la santé, à l'éducation, à la culture, etc. Je pense que c'est une définition plus large, intégrée en quelque sorte, que nous devons avoir de la démocratie. Et puis, le dernier point qui va me faire basculer dans proposition, pour se demander est-ce qu'on vit en démocratie, c'est que nous avons beaucoup de mal avec une définition un peu courte de la démocratie, d'expliquer le phénomène majeur que nous voyons actuellement, c'est-à-dire la mainmise de partis, de leaders, alors comment les qualifier, de populistes, de fascistes ou néofascistes, euh, au pouvoir, hein. C'est-à-dire Viktor Orban, mais lui c'est depuis longtemps, Giorgia Meloni en Italie, évidemment Trump aux États-Unis. Leur légitimité est incontestable, ils ont été élus, hein, ils ont été élus au suffrage universel, mais on voit bien les dégâts qu'ils font sur la séparation des pouvoirs, sur les libertés publiques et le droit à avortement, le droit des migrants, et Trump actuellement une offensive d'une violence inouïe contre la science, contre les universités, avec des milliers d'emplois qui sont supprimés dans des domaines comme l'environnement, par exemple, ou la santé. Euh, donc les dégâts sont absolument considérables. Voilà, comment est-ce qu'on peut encore dire qu'un pays comme les États-Unis sont une démocratie? Alors, oui et non à la fois. Bon, donc on est gêné et on ne sait d'ailleurs pas comment qualifier un phénomène comme Trump. Euh, Est-ce que c'est du simple populisme? Mais dans ce cas-là, qu'est-ce qui le distingue d'autres partis, peut-être de gauche, qui sont aussi qualifiés de populistes? Fascistes, le terme est peut-être fort, il renvoie à autre chose. Donc nous sommes embêtés. Moi, j'ai un terme, j'y viendrai peut-être, qui est césarisme, c'est-à-dire des leaders qui se présentent un peu comme des Césars, comme ça, comme des défenseurs du peuple, mais qui en fait, derrière cela, mènent des politiques très autoritaires, mais au nom du peuple, au
On a un bug. Ça doit être sa connexion. Sinon, nous, on ne bougerait pas non plus. Je t'entends pas, faut que tu remettes ton micro. Ouais, j'ai remis mon câble en pensant que c'était chez moi. Mais... Quoi? Non, non, nous, on bouge, donc c'est sa connexion à lui. On a son numéro? Je ne sais pas. Je vais regarder, attends. Il n'est pas dans sa signature. Attends. Mais il est en train de se reconnecter, apparemment. Oui? Ouais. Ah, on l'a perdu. Ouais, ouais. Alors, sinon, son numéro, c'est le... Bah, attends, si, se reconnaît. Ah non, j'ai pas son numéro, celui d'Antonia. Oh, c'est intéressant, ça. Ah, c'est chouette. Il vient pas. Non, je pensais qu'il se reconnectait parce qu'il s'était enlevé complètement. Maintenant, il a peut-être un problème de connexion. PC qui plante. Peut-être qu'il y en a un qui retourne sur Team, voir. Ouais, ok. Antonia, t'as pas son numéro, monsieur? Ah, si je cherche, attends. Il est dans Teams, par contre. Non? Attends, je vais aller voir, attends. J'ai entendu bip bip. Ouais, moi aussi. Webinaire, c'est pas ça, c'est pas ça. Un instant, hein, je regarde. J'ai pas son numéro. Attends, je vais le trouver. Attends. Il n'est pas sur Teams. On va faire l'intro parce que j'étais pas bon. Ici, je vois, on a ouvert plusieurs groupes, mais avec moins d'heures par semaine. On n'est pas sûr que ça va être. Tu ne ferais pas un mail, Jérémy? Tu Tu ne referais pas un mail en disant de se reconnecter? Ouais, si tu veux. Ça me paraît un peu logique de se reconnecter. Oui, je sais bien. C'est l'onglet conversation, donc. Ouais. Attends, je vais mettre transfert. Il faudra bien là-dessus par rapport mais oui, je pense que nous devons qui nous Pas dans le. Voilà. Que je t'ai donné? Quoi? Moi, je demande à Anthony s'il n'est pas dans le listing que je lui ai dit. Attends, je vais téléphoner. Moi, je regarde dans vos échanges de mails, mais je ne le vois pas. Mais il a sûrement un problème technique avec son PC, sinon il se serait reconnecté au moins à Teams. Mais les doigts, ouais, je l'ai, son numéro. Tu l'as? Tu l'as? Tu l'as trouvé? En GSM, oui. C'est son acquis, là. Lui? Là, tu m'appelles. Bonjour, Thierry Tournon. Ah oui, tu m'appelles moi. Ok, je l'appelle, j'ai trouvé son numéro. 474. Ok, ça va. 705 789. Oh, mais je l'ai fait, c'est pas possible. Il est dans le listing que je t'ai envoyé, Antonia. Ouais, désolé. Non, c'est pas grave. Il est en train d'essayer de se reconnecter, Thierry. Il vient de répondre à mon J'avais mail. son numéro, c'est ça qui me semblait étrange. J'ai cherché dans mes trucs. Il décroche pas.
Mais il l'a peut-être mis en silencieux, comme il parle Le encore. voilà, écoute-moi, le voilà le monsieur. Super, ok. Oui. Voilà, Ça va, Voilà, il est désolé, hein, je ne sais pas ce qui est arrivé. pas de souci. Je vais Vous étiez reprendre. arrivé au césarisme. Oui, oui, Ouais. oui, oui. Ok. Je vous remets seul à l'écran et vous pouvez D'accord. reprendre quand vous le souhaitez. Voilà, alors ce que je voudrais proposer pour un peu essayer de sortir de ces difficultés devant laquelle on se trouve, c'est proposer une conception élargie de la démocratie et de revenir au sens premier, en fait. Le sens premier, qui est le sens étymologique qu'on trouve en grec, de démos, kratia. Alors, démos en grec, c'est le peuple en général, mais c'est en particulier le petit peuple, c'est-à-dire ceux d'en bas, les non-propriétaires, on ne va pas dire les pauvres, mais enfin les gens du commun, hein. Par opposition donc aux élites, par opposition aux riches, par opposition aux classes dirigeantes. Et kratia, c'est la puissance. Ce n'est pas le pouvoir institutionnel, mais c'est plutôt la puissance sociale. Voilà, donc la démocratie au sens étymologique, c'est la puissance du petit peuple, de ceux d'en bas. Et donc, je pense que si on veut comprendre nos régimes démocratiques et pourquoi ils sont de moins en moins démocratiques, je crois qu'il faut articuler le social, c'est-à-dire commencer par la distribution des richesses, et puis le politique, c'est-à-dire l'exercice du pouvoir. Parce que c'est ça que les Athéniens ont expérimenté au 5e siècle, quand ils ont inventé la démocratie, eh bien, c'était pour donner du pouvoir à ceux d'en bas. Voilà. Et il ne faut jamais oublier cela, c'est qu'au départ, la motivation de la démocratie athénienne, c'est une motivation de type socio-économique. Il fallait mettre fin à la guerre civile que les Grecs appelaient la stasis, la guerre civile, la lutte des classes entre les riches et les pauvres. Je pense que c'est une intuition qui est bonne, et quand on fait référence à Athènes, qui n'est pas le berceau de la démocratie, parce que nous avons une démocratie qui est complètement différente. Il ne faut pas oublier qu'Athènes, c'était aussi l'esclavage, c'était l'exclusion des femmes. Mais si on retrouve ce noyau, c'est le pouvoir du petit peuple. Alors, l'hypothèse que je vais formuler, justement, c'est peut-être intéressant d'aller voir dans l'Antiquité comment on voyait les choses. L'hypothèse que je vais formuler, ce n'est pas une solution théorique définitive, on va en discuter, c'est que nous vivons non pas en démocratie, mais dans ce que je vais appeler une constitution mixte. Alors, je vais un peu expliquer ça. Je voudrais d'abord réactualiser la typologie politique classique qui fut en vigueur durant des siècles, depuis Aristote au IVe siècle avant notre ère, jusqu'à environ le XVIIIe siècle, jusqu'à Montesquieu. L'avantage de cette typologie des anciens, des Grecs et des Romains, c'est qu'elle est beaucoup plus souple et beaucoup plus réaliste. Alors, je vais en particulier convoquer un auteur qui n'est absolument pas connu du grand public. Je suis désolé de faire ici un peu de philo ou un peu d'histoire des idées, mais c'est un auteur qui a exercé une influence énorme sur l'histoire de la pensée politique. Il s'appelle Polybe, avec un Y. Polybe, c'est un général grec du IIe siècle avant notre ère, vaincu par les Romains, qui va devenir conseiller politique dans une grande famille romaine. Et c'est aussi un historien, un politologue, qui va essayer de comprendre, d'analyser la politique romaine, la République de Rome, qui était en plein essor à ce moment-là, au prisme de la théorie grecque d'Aristote. Alors, Polybe, comme Aristote, eh bien, il classe les régimes selon deux critères. Le principal critère, c'est selon que le pouvoir est exercé par un seul, on va appeler ça la monarchie, par quelques-uns, c'est l'aristocratie, ou par le grand nombre, c'est la démocratie. Et quand la monarchie dégénère, elle devient une tyrannie. Quand l'aristocratie dégénère, c'est une oligarchie, le pouvoir des riches. Et quand le grand nombre dégénère, alors le terme, c'est ochlocratie, c'est le pouvoir de la foule, hein, le pouvoir de la foule, le pouvoir de la rue. Voilà, donc monarchie, aristocratie, démocratie. Un seul, quelques-uns ou le grand nombre. Alors, à la question de savoir quel est le meilleur régime, la monarchie, l'aristocratie ou la démocratie, Polybe répond aucun des trois, mais un mélange des trois.
C'est ça la constitution mixte, un mélange des trois. Aucun des trois parce qu'un régime pur est toujours instable, il va toujours dégénérer avant d'être remplacé par un autre dans un cycle sans fin de conflits et de guerres civiles. Et donc la solution pour échapper à ce cycle sans fin et négatif, c'est la constitution mixte. Et Polybe explique précisément ainsi la stabilité et la grandeur de la République romaine. Il dit, ben voilà, il y a un élément monarchique, hein, c'est les consuls, il y a un élément aristocratique dans la République de Rome, c'est le Sénat, et puis il y a un élément démocratique, c'est ce qu'on appelait les comices, c'est-à-dire des corps législatifs, des assemblées législatives de citoyens qui étaient répartis sur une base fiscale ou territoriale. Et le cas de Rome, d'ailleurs, est intéressant parce qu'il permet de rendre compte de deux phénomènes qui sont d'actualité chez nous. D'une part, c'est qu'à Rome, il y avait beaucoup de mouvements sociaux, il y avait des mouvements de protestation, de revendication, et pour les porter, eh bien, Rome avait inventé les tribuns de la plèbe, c'est-à-dire des gens qui étaient des porte-parole de la plèbe, des porte-parole du petit peuple, avec un droit de veto sur les décisions du Sénat. Et deuxièmement, une autre institution spécifique, c'était la dictature. C'est-à-dire que dans les moments difficiles, une guerre civile, une révolte d'esclaves, une guerre qui tourne mal, eh bien, on désignait un dictateur pendant 6 mois pour exercer les pleins pouvoirs, ce qu'on appelle aujourd'hui l'état d'exception. Voilà, les tribuns, les dictateurs, mais ça c'était évidemment un peu un titre exceptionnel, mais sinon le cœur de l'édifice c'était l'équilibre entre ces trois composantes. Alors, c'est intéressant parce qu'imaginons qu'on demande à Polybe et à Cicéron de revenir aujourd'hui et de regarder nos régimes politiques en Europe, aux États-Unis. Bon. Je pense que Polybe nous dirait, mais vous n'êtes pas en démocratie. Vous ne vivez pas du tout en démocratie. Vous vivez dans une constitution mixte. Regardez, vous avez toujours plus ou moins un monarque. Hein, vous avez une composante monarchique, c'est le chef d'État ou le chef de gouvernement qui assure l'unité de commandement du pouvoir exécutif. Vous avez une composante aristocratique, c'est le Parlement, les partis, le personnel des cabinets ministériels, la haute fonction publique, hein, les hauts fonctionnaires, les juges. Et puis, vous avez une composante démocratique. Mais Polybe nous dirait, vous savez, l'élément démocratique, ce n'est pas l'élection, hein, parce que l'élection, même au suffrage universel, l'élection, c'est un processus aristocratique qui vise à légitimer une élite. Ce n'est pas ça, la composante démocratique. C'est dans la vitalité de la vie associative, de la vie syndicale, de la vie militante. La démocratie, c'est les mouvements sociaux qui s'expriment par la grève, la manifestation, la pétition, avec les tribuns. Hein. Et puis, c'est aussi ce qu'on appellerait aujourd'hui les corps intermédiaires, les syndicats, les mutuelles, les associations, qui sont un peu comme les comices à Rome. Voilà, les corps civils ou les corps politiques, hein, qui sont entre la société civile et l'État. Voilà, et je trouve que voir notre démocratie sous cette forme beaucoup plus réaliste, beaucoup plus souple, est peut-être intéressante. Alors, je ne vais pas expliquer pourquoi, historiquement, ce terme de constitution mixte était employé à travers toute l'Antiquité, tout le Moyen-Âge, toute la Renaissance, et puis disparaît d'un coup au XVIIe siècle. Pourquoi? Parce qu'il y a de nouvelles théories de la souveraineté qui apparaissent. Peu importe, ici, c'est pas cela qui m'intéresse le plus. Ma thèse, c'est que le mot a disparu, constitution mixte, mais pas la chose, et que c'est peut-être, faut peut-être se dire que cette expression est plus adéquate pour décrire les régimes politiques dans lesquels nous vivons. C'est plus souple, c'est plus réaliste, et puis ça nous permet aussi d'avoir des objectifs peut-être plus modestes, de nous dire mais qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre la constitution mixte la plus démocratique possible, hein, la plus démocratique possible, mais en sachant qu'il y aura toujours des élites et qu'il y aura toujours aussi la nécessité, surtout dans des périodes compliquées, d'avoir quelque chose comme une unité de commandement de type monarchique. Mais on est bien d'accord que l'objectif, c'est comment rendre la constitution mixte la plus démocratique possible. Voilà, donc une constitution mixte démocratique, c'est quand le démos, quand les classes populaires, les subalternes,
comme dit Antonio Gramsci, ceux d'en bas sont en capacité de lutter pour leur émancipation. Ils peuvent obtenir des choses. La constitution mixte est plutôt oligarchique ou aristocratique, quand le pouvoir, et je pense que c'est le cas actuellement, quand le pouvoir est exercé par une élite de représentants élus qui privilégie souvent les intérêts de la classe possédante. Il faut quand même dire ce qui est. Et puis la constitution mixte, elle est tendanciellement monarchique quand le pouvoir est concentré dans les mains du chef de l'exécutif. Alors, si on applique cette grille de lecture à l'histoire politique depuis 1945, actualisons les choses, là, on peut voir que la constitution mixte, je ne vais plus dire la démocratie, ce qu'on appelle la démocratie, ce que j'appelle la constitution mixte, a connu 3 phases. Entre 1945 et les années 70, la constitution mixte, elle a été tendanciellement démocratique. Le démos, les classes populaires, ont été en capacité politique de lutter pour leur émancipation. Elles ont pu imposer, par exemple, la sécurité sociale. C'est quand même un tiers du PIB, la sécurité sociale, les pensions, les soins de santé, les autres revenus de substitution. Et ça, grâce à des associations, des corps politiques assez dynamiques, assez puissants pour conquérir de nouveaux droits, les syndicats, les mutuelles. À partir des années 1970, la constitution mixte devient tendanciellement aristocratique ou oligarchique. Le centre de gravité de l'équilibre des forces se déplace vers la classe possédante, vers la classe propriétaire. Dans les années 80, on a commencé à glorifier l'entrepreneur, le profit. Et la classe salariée, le démos, a perdu une grande partie de sa capacité de lutte. Et la légitimité des institutions politiques, elle a reposé pendant toutes ces années-là, des années 1970 jusqu'à, disons, 2010, sur la capacité à permettre aux détenteurs de capital de faire des profits et puis aussi d'assouvir le désir de consommation des classes moyennes. Depuis les années 2010 environ, la constitution mixte est entrée dans une crise systémique. Le système politique est devenu incapable de faire face aux crises générées par le capitalisme, la crise de la dette, et la crise environnementale qui se cumulent aujourd'hui. Et donc, nous nous retrouvons dans une situation qui est, et ça c'est intéressant, assez similaire à celle des années 1930, 1920 et 1930. On a d'abord une grande insécurité sociale, culturelle des classes moyennes, un sentiment de déclassement, d'une part une peur de la mondialisation et de ses conséquences, l'émigration, le dérèglement environnemental. Deuxièmement, une peur assez bizarre, mais des luttes pour l'égalité qui sont déstabilisantes en fait pour l'homme blanc hétéronormé. Ce sont les luttes féministes, les luttes décoloniales, les luttes des LGBT+, ce qu'on appelle le wokisme. Dans les années 20 et 30, la grande peur, c'était la peur du bolchevisme, la peur du communisme. Aujourd'hui, c'est la peur des luttes pour l'égalité des femmes, des racisés, des minorités sexuelles. Et avec comme résultat une perte complète de crédibilité des institutions politiques, du gouvernement, du Parlement, de la justice, et maintenant, un phénomène assez nouveau qui m'interpelle beaucoup comme académique, c'est la perte de crédibilité des universités aussi, comme on le voit avec les attaques de Trump. Et une perte de crédibilité aussi, évidemment, des partis politiques, mais aussi, par exemple, des syndicats. Et face à cette situation d'insécurité psychologique des classes moyennes, c'est la même réponse. C'est ce que je vais appeler le césarisme, c'est-à-dire un chef charismatique. Voilà, un chef charismatique qui promet de défendre la nation et la propriété privée. Alors, les deux sont importants, la nation et la propriété privée. Ce chef charismatique prône un exécutif autoritaire, légitimé par un état d'exception permanent. Donc, en fait, il justifie ce que les Romains appelleraient la dictature. Donc, pour affaiblir le pouvoir législatif, affaiblir les juges, affaiblir les syndicats,
et ce chef charismatique prétend incarner le peuple, hein, non pas le représenter, mais l'incarner. Et donc nouer un lien direct comme ça avec le peuple. Et le canal privilégié du césarisme aujourd'hui, eh bien, ce sont les réseaux sociaux. Bon. On communique directement avec les réseaux sociaux. Tout ça est évidemment extrêmement inquiétant. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir un peu le corpus d'idées, hein, qui est commun aujourd'hui à Trump, mais pas seulement à l'extrême droite, mais aussi à une partie de la droite et qui se diffuse un petit peu partout. C'est la mise au pas, hein, des wokistes, hein, donc de ceux qui dénoncent et qui combattent les discriminations structurelles contre les femmes, les racisés, les minorités sexuelles. 2, c'est l'abandon des politiques sociales et environnementales. 3, c'est la chasse aux migrants. Et 4, c'est le démembrement des services publics, avec en plus la défense inconditionnelle des détenteurs de capital et de patrimoine, qui se voit d'une façon très claire, c'est le refus absolu d'une réforme fiscale, par exemple, et de dire, voilà, pas de nouveaux impôts, même sur les plus riches. Je dis tout ça parce que c'est ça qui, aujourd'hui, met en danger la démocratie. Mais si vous ne regardez que le fonctionnement des gouvernements et ce genre de choses, vous ne touchez pas à ce qui est les causes réelles aujourd'hui de la crise de la démocratie. La crise de la démocratie, c'est les inégalités sociales, c'est la crise de la dette, c'est le dérèglement climatique et le fait qu'on ne trouve aujourd'hui pas d'autre solution qu'une guerre de tous contre tous, une guerre des pays les uns contre les autres et une guerre des groupes sociaux les uns contre les autres. Évidemment, ceci fait le lit de ce que j'appelle le césarisme. On peut l'appeler populisme, on peut l'appeler fascisme ou néofascisme si on veut. Voilà, et donc, et je termine avec ça, le danger aujourd'hui, ce n'est pas peut-être celui qu'on croit. Je ne crois pas à l'instauration d'un régime fasciste, terroriste, qui serait fondé sur la haine raciale. En France, les électeurs du Rassemblement national ne sont pas plus racistes que ceux qui votent pour Macron, par exemple. Et en Belgique, il y a eu des études là-dessus. Les électeurs du PTB ne sont pas moins racistes que ceux du MR, par exemple. Je pense que ce n'est pas le racisme qui engendre la peur de l'immigration, c'est la peur de l'immigration qui alimente un imaginaire raciste. Par contre, ce qui me fait très peur, c'est ce corpus d'idées qui est aujourd'hui commun à l'extrême droite, à la droite libérale, parfois même à une certaine gauche, c'est qu'il n'y a plus de cordon sanitaire, avec toute une série d'idées qui avant étaient des idées d'extrême droite. Mais je pense que ça gravite autour de 2 idées, c'est le chez-soi. Alors le chez-soi de la propriété privée et le chez-soi de la nation, hein. Alors en Belgique, on est moins la propriété privée, ça, on a un fort sentiment de la propriété privée. La nation, moins du côté francophone, mais quand on regarde en Flandre, en France et partout, c'est évidemment ce qui domine. Donc voilà, je termine par là, je conclus. Voilà, j'ai essayé de vous montrer qu'il faut sortir d'une définition trop formelle de la démocratie. Peut-être faut-il dire que nous ne vivons pas en démocratie, il faut admettre que nous ne vivons pas en démocratie, mais dans une constitution mixte qui mélange de la monarchie, de l'oligarchie et quand même de la démocratie, quand même. Mais cette démocratie, elle vient toujours d'en bas. Et ce à quoi nous assistons aujourd'hui, c'est à une crise qui fait que nous nous en remettons à un des 3 pôles, c'est-à-dire le pôle monarchique. Et dans beaucoup de pays, on cherche le chef charismatique, on cherche le sauveur. Et même si ce sauveur est élu par l'élection, il est tout le contraire de la démocratie. Et il faut bien voir que, évidemment, ce qui se passe aux États-Unis avec Trump, c'est évidemment tout le contraire de la démocratie. On voit bien aux États-Unis que les associations, les syndicats, les partis, tout ce qui vient d'en bas est complètement muet, actuellement complètement muet, sans aucune réaction, incapable de réagir. Et c'est bien ça qui est le plus inquiétant aujourd'hui. Voilà quelques clés que je vous propose, mais je répète, ce n'est
pour moi pas une solution théorique définitive, c'est quelque chose que je livre à la discussion et au débat que nous pouvons avoir maintenant. Voilà, je vous remercie. Moi, je vois ça un petit peu autrement, c'est-à-dire, je me demande, mais quelle est la qualité du débat Voilà, public? c'est ça. Et je pense qu'il y a une très forte dégradation du débat public, mais que ça ne vient pas de n'importe où et de n'importe quoi. Évidemment, ça rencontre une insécurité des gens, et même ceux qui disent du mal des immigrés ou de certaines minorités ne sont pas toujours des racistes convaincus et très structurés. Mais cette dégradation du débat public, elle est, je pense, organisée. C'est-à-dire que l'extrême droite, aussi poussée par les milliardaires de la tech, des technologies, des GAFAM, etc., font en sorte d'organiser l'espace public de telle sorte que ce soit la loi de la jungle, que ce soit les propos les plus excessifs qui l'emportent, parce que sur les réseaux sociaux, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, cette dégradation du débat public, je ne suis pas complotiste du tout, mais elle est organisée. Hein, elle est organisée. C'est-à-dire que cette dégradation du débat public, le fait que toute parole vaut une autre, hein, que le mensonge, une fake news a autant de valeur qu'une information qui est vérifiée, qu'on ne fait plus confiance aux sources fiables d'informations, qu'on se permet de calomnier, d'inciter à la haine, etc., qui normalement sont des choses interdites, mais comme on ne peut pas sanctionner les gens et les poursuivre, ben, tout ça se diffuse. Évidemment, tout ça crée un climat, un contexte qui favorise les extrêmes et qui favorise en particulier ceux-là même qui ont la maîtrise de ces outils, c'est-à-dire des gens comme Trump, comme Elon Musk et d'autres. Voilà, donc je pense que s'il y a cette parole en quelque sorte débridée où on entend tout et n'importe quoi, c'est beaucoup plus organisé et voulu qu'on ne le croit. Et donc, je pense que c'est très, très important de reconstruire des espaces de vrais débats, en fait. Et on s'aperçoit à ce moment-là que des gens qui parfois peuvent dire un peu n'importe quoi, quand ils sont tout seuls, en quelque sorte, et dans un espace qui est débridé, on voit que quand le débat est construit de façon rationnelle, calme, respectueuse, moi, je suis un défenseur du politiquement correct. Ce n'est pas pour interdire aux gens de parler, mais c'est pour dire quand on s'adresse dans l'espace débat, il faut que l'autre puisse répondre. Voilà. Et donc, je pense que c'est un travail très important d'éducation populaire et de l'éducation permanente et de vos associations d'essayer de construire ces espaces de débat de qualité. Et j'imagine que ce n'est pas simple au jour le jour, mais je pense que là, vous jouez un rôle tout à fait fondamental en réalité dans ce qu'est la démocratie au quotidien. Alors, à ma connaissance, il n'y a pas vraiment d'autres outils, il y en a d'autres. Il y a aussi d'autres classements sur la corruption, par exemple, des politiques. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on s'aperçoit que la Belgique est un pays très peu corrompu politiquement, contrairement à l'image que l'on a. On est dans les 10-15 premiers pays les moins corrompus de la planète. Voilà, donc il y a d'autres classements, mais vraiment sur la démocratie, c'est le plus connu et le seul solide, et il n'est pas inintéressant en soi. Alors, pour revenir sur le mauvais classement de la Belgique, relativement mauvais classement de la Belgique, mais enfin, quand on voit que nous sommes classés en dessous de l'Italie, de Meloni
un pays quand même beaucoup plus corrompu que le nôtre, et en dessous d'Israël, par exemple. Maintenant, il faut voir après 2024 où Israël se trouvera dans le classement. Ça interroge. Alors, il y a plusieurs raisons, mais il y en a une que je voudrais épingler parce qu'elle est tout à fait paradoxale et elle est tout à fait symptomatique d'une certaine conception de la démocratie. C'est le vote obligatoire en Belgique. Alors, l'obligation du vote, dans une défense de la démocratie, critère de la démocratie, normalement, ça devrait être valorisé. La Belgique devrait gagner des places, puisque la Belgique pousse ses citoyens à faire leur devoir, hein, c'est-à-dire à participer aux élections libres, qui est le cœur même de la démocratie. Bien paradoxalement, la Belgique a zéro sur cet item-là. Pourquoi ? Parce que dans la conception anglo-saxonne, les citoyens sont libres, les individus sont libres, et donc ils doivent être libres d'aller voter ou pas voter. Donc l'obligation du vote est considérée comme une atteinte à la liberté civile. Elle n'est pas considérée comme quelque chose de positif pour la participation citoyenne, mais comme quelque chose de négatif du point de vue des libertés civiles. Alors c'est assez typique, évidemment, d'une certaine conception ultralibérale de la démocratie. Donc voilà, donc est-ce qu'il faudrait faire un autre classement alternatif? Oui. Maintenant, moi je suis philosophe, je ne suis pas politologue, sociologue, donc il faudrait inventer des outils, mais ce serait un beau challenge d'avoir de proposer un classement alternatif à celui du Democracy Index, qui néanmoins est malgré tout instructif, hein, voilà. Donc il y a des critiques qu'on peut leur faire, mais il reste néanmoins instructif. En France, vous n'avez presque un pays comme la France où vous avez un scrutin majoritaire, où les candidats, voilà, vous pouvez vous présenter à peu près comme vous voulez. Il y a un petit filtre, mais si vous voulez vous présenter tout seul, vous pouvez vous présenter tout seul. En Belgique aussi, mais c'est quasiment impossible. Donc en Belgique, vous devez faire partie d'une liste, vous devez monter une liste, ok ? C'est-à-dire, vous devez vous affilier à un parti politique, vous devez convaincre d'être sur la liste. Si vous voulez être élu, vous devez convaincre d'être en ordre utile pour être élu. Donc, la capacité réelle d'être élu ou de se porter candidat est moindre dans un pays comme la Belgique que dans un pays comme la France, l'Angleterre, par exemple. C'est un vrai argument. Sûrement. Voilà. D'un autre côté, le scrutin proportionnel, donc qui suppose des listes, le scrutin proportionnel est beaucoup plus juste parce qu'il reflète beaucoup plus l'état de l'opinion qu'un scrutin majoritaire, où généralement c'est le parti qui arrive en tête, même si il n'a que 20-25% des voix, qui va rafler la plupart des sièges. Donc le scrutin de liste n'est pas bon du point de vue du critère du Democracy Index, la capacité réelle de se porter candidat, mais d'un autre côté, il reflète beaucoup mieux l'état de l'opinion à un moment donné, et de ce point de vue-là, il est plus démocratique. D'accord. Vous parliez tout à l'heure de la peur des classes moyennes et notamment de la méfiance des institutions. Qu'est-ce que vous pourriez dire par rapport aux classes plus populaires? Est-ce qu'on peut faire le même constat ou c'est d'autres constats? Alors, ici, je vais être très modeste dans ce que je vais dire, parce que il faudrait des connaissances sociologiques, politologiques que je n'ai peut-être pas toujours. Je pense que d'abord, quelle est la différence entre les classes moyennes et les classes plus populaires? C'est évidemment un continuum, hein. Il n'y a pas de frontières nettes, mais je pense fondamentalement que les classes moyennes sont en fait assez politisées. Elles disent que non, en général, mais elles s'intéressent assez vite à leurs propres intérêts et font des choix très structurés pour défendre leurs propres intérêts, c'est-à-dire la petite propriété privée, la maison, la voiture, voilà, le pouvoir d'achat, la capacité de pouvoir quand même partir en vacances, etc. Tandis que les classes plus populaires, qui, par hypothèse, n'a pas accès à la propriété, n'a pas
accès véritablement aux biens de consommation, un peu de confort, etc. Je pense que ces classes populaires, elles sont déconnectées de la politique, hein, pas de ses enjeux, mais déconnectées du monde politique, de ce qu'il représente. On sait bien dans les pays où le vote n'est pas obligatoire précisément que le premier parti des classes populaires, c'est l'abstention, hein, c'est l'abstention, et que ces classes populaires n'ont même pas confiance, ne cherchent même pas à avoir confiance dans des candidats populistes. Contrairement à ce qu'on dit, les classes populaires en France ne votent pas extrême droite. C'est vrai que quand elles votent, elles se partagent en réalité entre les différentes formations. Enfin, il y a une part importante qui vote pour l'extrême droite, pour le Rassemblement national, mais de très loin, le premier parti des classes populaires en France, c'est l'abstention. Et c'est encore plus vrai aux États-Unis, où par toutes sortes de mécanismes, on a jusqu'à 70% des Afro-Américains qui ne votent pas, soit qui sont exclus du vote, parce qu'ils n'ont pas payé leur amende routière et donc on les exclut du droit de vote, ou bien tout simplement parce qu'ils sont tellement déconnectés, ils considèrent que la politique est tellement déconnectée de leur vie de tous les jours qu'ils ne s'y intéressent pas, que les voisins ne s'y intéressent pas, que les frères et sœurs ne s'y intéressent pas, et donc vous avez des milieux entiers qui sont complètement déconnectés, ce qui est un gros problème évidemment de la gauche américaine. C'est que si ces gens votaient pour elle, elle l'emporterait très facilement. Il ne faut pas croire que Trump, quand on dit qu'il est soutenu par 50%, c'est 50% des gens qui votent, hein. Mais c'est-à-dire, en fait, c'est 20-25% de la population américaine qui est vraiment derrière Trump, hein. Voilà. Et donc, c'est ça la différence que je ferai. Les classes moyennes sont en fait assez politisées dans le sens de la défense de leurs intérêts, tandis que les classes populaires sont à ce point dans des difficultés de la vie quotidienne et tellement désabusées par rapport au système dans lequel on se trouve qu'elles se déconnectent complètement de la politique. Et qu'il faut peut-être prendre ça aussi comme une forme un peu de résistance, enfin voilà, pas uniquement quelque chose de négatif. C'est évidemment, je préférerais que les classes populaires se mobilisent, mais c'est aussi une forme de rejet et une forme, voilà, d'affirmation d'un mécontentement à l'égard de la classe politique. Tout à fait. Justement, à votre avis, comment nous, on travaille avec un public adulte qui est éloigné du marché de l'emploi et qui est infrascolarisé. Comment, à votre avis, comment on pourrait faire en sorte de mobiliser nos publics sur la thématique de la démocratie et plus largement sur la politique en général? Écoutez, j'ai envie de vous retourner la question. D'abord, je pense que ce qui fait que en Belgique et en Belgique francophone, nous n'avons pas d'extrême droite, il y a je ne veux pas dire une mauvaise raison, et puis une bonne raison. Il y a deux raisons. La première raison, c'est que nous n'avons pas de nationalisme. Or, pour le vote extrême droite, après je réponds à votre question, le vote d'extrême droite, c'est bien de rejeter les autres, les immigrés, les étrangers, etc., mais il faut un drapeau. Ah bon, il n'y a pas de drapeau. On n'est pas belgicain, ou quand on est belgicain, c'est plutôt gentil, c'est plutôt antinationaliste, et il n'y a pas de nationalisme wallon, voilà. Ça, c'est une première raison. La deuxième raison, c'est tout le travail qui est fait au niveau du tissu associatif, de quand même un État social qui, même s'il est en voie de démantèlement, malgré tout, on peut encore se soigner relativement démocratiquement. Donc on a quand même accès à un minimum de choses. Et puis il y a tout ce travail, tout ce tissu associatif qui est sans doute un des plus denses d'Europe et qui joue comme un filet de protection de la démocratie. Je dis bien de la démocratie. Non seulement de filet de protection pour les gens eux-mêmes, mais aussi tout simplement pour la démocratie. Alors maintenant, je crois que, alors voilà, une constitution mixte
la plus démocratique possible, ben, ça suppose des initiatives collectives, les plus petites qui soient, mais je pense que c'est ou en tout cas j'observe moi que c'est lorsque des gens se mettent ensemble pour faire quelque chose, aussi modeste que ça soit, pour un resto du cœur, un endroit pour une entraide, une formation, etc., et qu'ils le font collectivement, qu'il y a un début de politisation, voilà. Et puis, vous avez parlé de public déscolarisé. Je pense malgré tout qu'une forme d'éducation, d'instruction, de connaissances est quand même nécessaire pour s'émanciper. Alors je ne dis pas que c'est toujours des diplômes, que ce n'est pas des circuits habituels de la connaissance, parce que je pense que notre société a recréé, avec les diplômes, a recréé une sorte d'aristocratie, en fait. On voit très bien aujourd'hui que c'est un des ressorts du succès de Trump, c'est qu'il y a une énorme animosité de la part des classes populaires qui n'ont pas fait d'études, même des gens qui vivent relativement bien, mais des classes populaires qui n'ont pas fait d'études vis-à-vis des diplômés et des universitaires, qui sont vus comme un groupe social qui s'auto-reproduit. Il faut bien se dire aux États-Unis, c'est pour ça que les attaques de Trump contre les universités, c'est relativement populaire en réalité, parce que ces universités américaines sont extrêmement chères, presque inaccessibles aux classes populaires, et donc ça donne le sentiment comme ça d'une élite qui est complètement fermée. Donc pour moi, même si je suis universitaire, que je pousserai toujours des gens et des jeunes à faire des études, à avoir des diplômes, mais je suis aussi en retrait par rapport à ça, parce que voilà, je vois aussi les effets pervers que nous avons à être une société qui classe les gens selon les diplômes. Mais même si ce n'est pas par des diplômes, le fait d'apprendre d'une manière ou d'une autre sur le monde, de faire des choses ensemble, même à un niveau très local, pour moi, c'est le début de la politisation. Je pense inutile de demander aux gens de s'inscrire dans des partis, de faire ceci, de lire le journal, enfin bref, je pense que c'est des choses beaucoup plus concrètes, et qui me fait dire que c'est ça aussi, la démocratie, la puissance du peuple d'en bas, c'est quand on crée des corps, des assos, des choses, ça peut être un club de football, s'occuper de jeunes, enfin, je ne sais pas si ça corrobore votre expérience, mais généralement, quand on va dans cette voie-là, je pense que les gens s'éloignent des idées stupides dont on parlait tout à l'heure sur les réseaux sociaux. Voilà. Oui. Donc j'ai une conception très pratico-pratique et très locale de la démocratie. Après, il faut que ça remonte. Hein. Après, il faut que ça remonte à travers des associations plus structurées comme les vôtres et autres. C'est ce qu'on appelle les corps intermédiaires. Mais d'en bas, je pense que voilà, il faut que ça parte de choses très concrètes. Je pense que c'est important par les temps qui courent aujourd'hui de réaffirmer que l'associatif reste un rempart important vis-à-vis de ça, j'en suis convaincu, et je voudrais accentuer là-dessus, et je suis en colère complète contre les projets ici du gouvernement concernant la déductibilité des dons au secteur associatif, parce que ça va rapporter des clopinettes au gouvernement et ça va faire un tort complet à l'associatif, même si généralement les fonds, ce sont des fonds publics. Mais l'associatif, on ne se rend pas compte à quel point c'est un filet de protection, non seulement pour les gens, mais comme je le disais tout à l'heure, aussi pour la démocratie, ou pour ce que j'appelle la constitution mixte la plus démocratique possible. Oui, tout à fait. C'est essentiel. Si Polybe, deuxième siècle avant notre ère, revenait, hein, il ne dirait pas à la démocratie, c'est le Parlement, le suffrage universel, il dirait
c'est l'équivalent des comices. Et les comices, c'était quoi? C'était des assemblées de citoyens sur base territoriale ou sur base fiscale, et notamment des comices de gens qui étaient en bas, en quelque sorte. Et donc, il dirait sûrement que c'est ça la démocratie chez nous, que c'est les assos, les corps intermédiaires, des coopératives, etc., qu'elle se trouve là. Et j'en suis absolument convaincu. Je pense aussi, j'ai envie on arrive tout doucement à la fin, de se dire, vous l'avez abordé de manière régulière dans votre intervention, et j'ai envie de vous demander, mais que reste-t-il finalement de la démocratie quand on voit ce qui se passe à travers les puissances mondiales, et notamment par rapport à l'élection de Trump, mais pas seulement. Voilà, vous parliez de traces qui resteraient sans doute indélébiles. Vous pouvez un peu développer? Oui. Bon, enfin, d'abord, Trump ne vient pas de nulle part. Il trace son chemin dans des sillons, hélas, profonds de la politique américaine. Bon, je pourrais montrer ça. Voilà, donc il ne vient pas de nulle part. Mais effectivement, je pense que cette réélection de Trump est un vrai tournant à deux titres. D'une part, pour le tort que Trump va faire aux États-Unis même, alors qui n'a jamais été le grand pays de la liberté, de la démocratie qu'on dit. Ça a toujours été, c'est un pays qui a toujours été traversé par un racisme structurel, par un virilisme tout à fait important. Bon, une politique très impérialiste. Bon, voilà, donc il ne faut pas idéaliser les États-Unis, mais il y a deux choses. Un, les attaques qu'il est en train de porter contre les juges, contre les universités, j'en ai déjà parlé, c'est des attaques inouïes aujourd'hui contre la science. C'est des milliers de chercheurs qui sont d'ores et déjà foutus à la porte. Comme il n'y a pas de mécanisme de fonctionnaire, de statut de fonctionnaire, tous ces chercheurs, les chercheurs sont la peur au ventre actuellement, avec des répercussions sur les universités européennes. Vous vous rendez compte que parce qu'il y a des collaborations, hein, des consortiums de recherche, notamment en matière de santé ou en matière d'environnement, eh bien, les universités américaines écrivent aujourd'hui aux universités européennes pour enlever le mot diversité des projets de recherche qu'ils déposent, même quand c'est la diversité en biologie ou en environnement. Vous imaginez où on en est. Et donc ça va créer des effets absolument dramatiques, bien au-delà des États-Unis même. Et puis alors, évidemment, à la fin du multilatéralisme, le lâchage de l'Europe, de préférer la Russie à l'OTAN. On l'a reperdue. Et donc, ceci est tout à fait dramatique. Je suis extrêmement pessimiste, mais j'ai une formule, hein, qui est une formule du penseur italien Antonio Gramsci des années 1930. Et Gramsci avait une formule suivante, elle n'était pas de lui, mais peu importe, le pessimisme de l'intelligence et l'optimisme de la volonté. Donc si je regarde avec ma tête, je suis extrêmement pessimiste, je ne vois rien je vois aucune éclaircie, je vois le monde voilà, s'abîmer dans des ténèbres, l'Europe en particulier. Je ne vois que des menaces sur ce qui peut rester d'état de droit et de démocratie, mais optimisme de la volonté, parce que il faut se rappeler que même dans les heures les plus noires, je vais donner cet exemple-là, au moment du fascisme, de la montée en puissance d'Hitler et de Mussolini, il y a quand même beaucoup de parallèles à faire avec ce que nous vivons. Ça a été aussi le moment d'émergence de l'antifascisme. Et l'antifascisme, ça a été un mouvement collectif extrêmement intéressant, non seulement avec des actes de résistance nombreux, individuels et collectifs, mais c'est aussi dans le mouvement antifasciste qu'on a par exemple eu les premiers projets de sécurité sociale, de renforcement de l'état de droit, et en 1945, quand on est enfin sorti des ténèbres à l'époque, il y avait des tas de projets qui étaient là. Donc, profitons de cette période d'énormes turbulences pour essayer de repenser nos politiques sociales, environnementales, comment penser une défense de l'Europe autrement que purement militaire, en se disant,
la défense, c'est aussi, par exemple, l'indépendance énergétique, c'est aussi la protection sociale. Voilà. Et donc, j'espère qu'en même temps, ça va un peu décupler notre volonté et notre imagination d'essayer d'inventer d'autres formes de démocratie, d'autres formes d'état de droit que celles un peu poussiéreuses que nous avons aujourd'hui. Donc voilà, je suis à la fois très pessimiste et puis je me dis que c'est peut-être l'opportunité pour repenser un certain nombre de choses. Voilà. Mais je pense qu'on doit se mettre en mode résistance. On en est hélas là.